Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 16 août 2026 et notre cher ami Larry Johnson est avec nous. Bon retour parmi nous, Larry. Me revoilà. On peut même pas avoir un week-end de repos, hein. Oui, tu travailles beaucoup, Larry. Il faut que tu fasses quelque chose. Pas ça, hombre bien. Let me start, Larry, with Jared Kushner. Permettez-moi de commencer, Larry, par Jared Kushner. Il a rencontré des dirigeants du Hamas et il affirme avoir confirmé à ces dirigeants que Donald Trump est déterminé à poursuivre son plan concernant la bande de Gaza et que les États-Unis ont rejeté tout plan visant à déplacer les habitants de la bande de Gaza. Nous savons qu'auparavant, il parlait de J.D. Vance, de Donald Trump. Il disait qu'il n'y aurait pas d'annexion de la Cisjordanie par Israël. Et maintenant, dans le cas de Gaza, dans quelle mesure ce qu'ils font actuellement, ce que fait Jared Kushner, va produire une forme quelconque de résultat positif pour les Palestiniens? Non, je ne sais pas. Je veux dire, honnêtement, le signe positif, c'est qu'ils se parlent. Et lui parle directement au Hamas, apparemment. Donc c'est une bonne nouvelle. Il ne les ignore pas. Et il leur dit au moins qu'ils ne seront pas déplacés. Mais est-ce que je considérerais ça comme une promesse inébranlable qui ne sera pas rompue? Non. Donc au moins, c'est un pas dans la bonne direction. Al Jazeera a rapporté que Kushner avait conseillé aux dirigeants du Hamas de ne pas se fier aux résultats des élections israéliennes et qu'Israël était uni aux États-Unis sur leur position concernant la bande de Gaza. Quelle est cette unité? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que cela signifie qu'Israël est uni aux États-Unis? Je n'en ai aucune idée. Je n'ai aucune idée de ce que ça veut dire. Enfin, ça semble contredire ce qu'il a dit auparavant. Oui, Je veux dire, la première citation que vous avez lue semblait sous-entendre « Eh, nous n'allons pas permettre le déplacement des Palestiniens de Gaza. » Et ensuite, il dit que les États-Unis soutiennent Israël à 100%. Israël veut déplacer les Palestiniens. C'est donc ce que je dis, c'est très contradictoire. Kushner donne l'impression d'essayer de satisfaire tout le monde. Et quand on essaye de faire ça, on ne satisfait personne. il y a eu des informations selon lesquelles la Turquie, l'Égypte, l'Arabie saoudite et tous ces pays du Conseil de coopération du Golfe se réunissaient pour condamner Israël parce qu'ils ne veulent pas passer à l'étape suivante de l'accord qu'ils avaient avec le Conseil de la paix. Et vous pensez que ces pays, tous ensemble, vont pouvoir faire pression sur Donald Trump? Non. Le Pakistan, l'Indonésie, tous ces pays réunis, la Jordanie, ils ne servent à rien. Ceux qui parlent beaucoup ne font rien. Vous savez, jusqu'ici, on a vu qu'ils auraient pu se lever. Ils n'avaient pas besoin d'attendre que Donald Trump les réunisse pour se lever et non seulement condamner, mais aussi prendre des mesures concrètes pour punir Israël pour le génocide des Palestiniens. Ils ne l'ont pas fait. Donc vous savez, ils se livrent à ce que j'appellerais simplement du théâtre politique. Dans quelle mesure, Larry, ce qui se passe en Cisjordanie doit-il être lié à Gaza? Ou bien, dans l'esprit de l'establishment, ou de Donald Trump et de son administration, ces deux parties de la Palestine sont-elles considérées comme, vous savez, appliquent-ils les mêmes politiques aux deux? Je parle de la Cisjordanie et de Gaza, ou les voient-ils séparément? Qui a la même politique? Les États-Unis? Comme les États-Unis, quand ils regardent la Cisjordanie, est-ce qu'ils la voient différemment de Gaza? Ou est-ce qu'ils ont les mêmes politiques?
Non, je pense qu'ils traitent ça un peu différemment. Au moins, ils voient la Cisjordanie avec l'autorité palestinienne et la police palestinienne sur place. Mais encore une fois, les États-Unis ne font rien pour arrêter les colons. Même Mike Huckabee a condamné les colons l'autre jour. Quelle importance! Une lettre de condamnation au ton ferme. Vous savez, c'est comme Leonardo DiCaprio dans Titanic qui écrirait une lettre de protestation au ton ferme à la White Star Line. Il s'est quand même noyé. Donc vous savez, les Palestiniens continuent d'être tués et déplacés. Leurs maisons sont détruites par ces colons. Vous savez, c'est international. C'est un crime contre l'humanité. Ces colons sont comme de la vermine. Et il faut les maîtriser. Il faut les arrêter si nécessaire par la force. Mais la police israélienne et l'armée israélienne restent là, sans intervenir, et leur permettent d'agir. Et ils s'en prennent aux chrétiens comme aux musulmans. Qui Israël acceptera-t-il devoir participer? Je parle de l'armée, parce qu'il semble qu'au sein de ce Conseil de la paix, ce soi-disant Conseil de la paix, ils envisagent de déployer des troupes au sol à Gaza pour, d'une manière ou d'une autre, servir de médiateur entre les deux camps ou contrôler le conflit entre eux. Qui Israël acceptera-t-il dans le cadre de cette opération? Je ne sais pas. Tant qu'ils ont un État ami, ils prendront des troupes colombiennes ou argentines en raison du soutien public exprimé par leurs présidents respectifs. Ils peuvent choisir ça. Ils n'accepteront pas un pays musulman comme l'Indonésie, la Malaisie ou le Pakistan. Donc voilà, vous savez, les Palestiniens, ils sont foutus. Oui, vous envisagez la possibilité que des Brésiliens soient présents, ou qu'ils aient une sorte de... Non, ils ne le seront pas. À moins que le président d'un pays ne déclare son amour, son adoration et ne propose d'embrasser le culte de Bibi. Par exemple, il pourrait prendre des troupes indiennes, argentines, colombiennes, mais pas vénézuéliennes. Le Venezuela n'est pas en mesure de proposer une telle chose. Mais aucun pays musulman. Il ne laisserait pas les Turcs, les Pakistanais, les Indonésiens ou les Malaisiens s'en approcher. Il a été rapporté qu'il n'y aurait pas de cycle de négociation entre Israël et le gouvernement libanais, car il est dit aucune nouvelle négociation n'est prévue dans un avenir proche. Dans le même temps, on voit l'escalade se produire dans le sud du Liban. Il y a donc deux possibilités. L'une, c'est un retour à la guerre. Jusqu'à présent, il semble que le Hezbollah contrôle tout pour éviter une escalade avec Israël. L'autre possibilité, ce serait, vous savez, des affrontements limités. Comment voyez-vous la situation? Et pense-t-il vraiment que ces négociations avec le gouvernement libanais peuvent aboutir à quelque chose de positif, à quelque chose de constructif pour le conflit? Je pense que même parler de négociations entre le gouvernement d'Aoun et celui de Bibi Netanyahou, c'est une perte de temps, d'efforts et d'énergie. Ça n'a aucun sens. Ça ne changera rien. Ce n'est ni conçu ni organisé pour s'attaquer aux problèmes de fond, à la cause fondamentale, les actions impérialistes d'Israël contre le Liban. Israël essaie de créer une zone tampon, mais ça n'existe pas. Ils veulent occuper ce territoire, comme ils ont occupé le plateau du Golan en Syrie. Ils peuvent continuer à prendre et à occuper des territoires, les déclarer comme étant les leurs et tenter de les coloniser. Larry, tu peux vérifier si ton microphone est bien connecté à StreamYard. Oui, c'est le cas.
somehow it seems that your voice is D'accord. D'une certaine manière, on dirait que votre voix elle va bien là maintenant. Le point concernant la Syrie, c'est que j'imagine qu'au vu de la manière dont la Turquie réagit à la situation à Gaza, elle est aussi préoccupée par la Syrie. Mais comment la Turquie réagit-elle face à Gaza? Elle ne fait absolument rien, à part continuer à vendre du pétrole à Israël. Vous savez, ils veulent arrêter Israël, ce qu'il fait à Gaza et ce qu'il fait en Cisjordanie, qui coupe le pétrole pour commencer, mais ils ne le font pas. Alors vous savez, bla 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 bla, et puis ils ne font absolument rien. Je pense qu'Erdogan, c'est tout simplement une figure honteuse. Mais quand il s'agit de la Syrie, c'est différent pour Erdogan à mon avis. Il parle beaucoup. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Je veux dire, vous me citez une seule chose qu'il ait faite. Ils ont dit qu'ils n'allaient pas laisser, qu'ils essayaient de stabiliser la situation en Syrie. Elijah, citez-moi quelque chose qu'il a fait. Une action, un déploiement de force. Il ne nous a rien laissé. Erdogan ne nous a rien laissé qui puisse l'aider à défendre sa cause. C'est très difficile de, vous savez, défendre sa position d'ailleurs. Non, sans plaisanter. Il est indéfendable. Je le décris comme le dirigeant musulman transgenre. Vous savez, il prétend être beaucoup de choses qu'il n'est pas. Il se présente comme un musulman fervent. Ce n'est pas le cas. Il se présente comme le chef d'une grande renaissance de l'Empire ottoman. Non, on en est très loin. Un homme de principe? Absolument pas. Bon sang, si sa mère était encore en vie, il la vendrait à la prostitution s'il en avait l'occasion. Je le trouve à ce point méprisable. D'ailleurs, il est si puissant. S'il décide de faire quelque chose pour les deux, je dirais même pour le Liban, il en a le pouvoir. Je ne sais pas d'ailleurs s'il a conscience d'avoir ce genre de pouvoir pour agir. Eh bien, qu'entendez-vous par il a le pouvoir? J'aimerais que vous développiez ce point. Parce que sur le plan de la puissance militaire, la Turquie a une armée puissante. Oui. Et sur le plan politique, je dirais qu'à l'échelle régionale, elle a des liens avec les Iraniens. D'autres pays, comme l'Arabie saoudite, n'ont pas ce type de relation avec eux. La Turquie l'a, en raison de l'histoire entre les deux parties. Elle est donc bien placée pour réunir tous ces pays. C'est là, à mon avis, la force de la Turquie. Le Pakistan essaie d'y contribuer, mais il n'est pas comme la Turquie, en quelque sorte à cause de la culture turque, vous voyez. Les Turcs faisaient partie des frères musulmans. Le Pakistan n'en faisait pas partie. La Turquie a des liens avec l'Égypte. Le Pakistan n'a pas autant d'influence dans cette direction. À bien des égards, la Turquie peut jouer un rôle très important pour réunir tous ces pays. C'est une autre question. Si la Turquie, si les Turcs, premièrement, si Erdogan reflétait la volonté du peuple turc, alors oui, je dirais qu'il pourrait être une figure très puissante et influente. Mais il ignore ce que dit le peuple turc, et l'économie turque est catastrophique. Donc il n'a aucun pouvoir économique. C'est vrai qu'il dispose d'une grande armée, mais même certains des équipements et des technologies militaires qu'ils produisent sont, disons, plutôt moyens. Comme le drone Bayraktar. Il a été correct, mais il n'est pas formidable et il n'est pas particulièrement avancé. La Russie, vous savez, a réussi à faire de grands progrès avec les plateformes de drones qu'elle a reçues initialement d'Iran, les Shahed. Donc la Turquie, elle aimerait être influente. Mais j'ai, vous savez, de sérieux doutes sur ce pacte qu'ils ont conclu avec le Pakistan et l'Arabie saoudite.
Ils parlent d'exercices militaires conjoints. Comment diable ça fonctionnerait? Les Turcs et les Saoudiens reposent en grande partie sur des systèmes d'armes américains. Le Pakistan, lui, repose sur des systèmes chinois. Alors, comment intégrer ces deux systèmes pour parvenir à ce qu'on appelle l'interopérabilité? Quel type d'infrastructure de communication mettez-vous en place pour que tout le monde puisse se parler, déjà? Donc, je pense qu'il y a de vrais obstacles à cela. Ils en parlent et ils vont même jusqu'à dire « Oh, on va faire des exercices ». D'accord, eh bien vous savez, presque un quart de siècle d'expérience dans ce domaine. On ne dit pas simplement « Eh, on va faire un exercice à la semaine prochaine, d'accord ?» Non, il faut d'abord se mettre d'accord dans les grandes lignes sur ce que vous allez faire. Ensuite, ils tiennent la conférence initiale de planification. J'appellerais ça une conférence initiale de planification. Ensuite, vous avez une conférence de planification à mi-parcours. Donc la préparation de ce type d'opération peut prendre au minimum 12 mois et plus probablement 18 mois avant que l'exercice lui-même ait lieu. Alors est-il possible que le Pakistan, l'Arabie saoudite et la Turquie en discutent depuis 6 mois? Peut-être. S'ils en discutent et le préparent depuis 6 mois, alors peut-être qu'ils pourront le réaliser dans 6 mois supplémentaires. Je n'ai vu aucun élément qui vienne étayer cela. Je pense que c'est excessivement optimiste. Rien que pour qu'ils puissent, vous savez, communiquer entre eux, régler les mouvements aériens avec différents appareils, coordonner les tirs d'artillerie, il y a beaucoup de choses à gérer. C'est pour ça qu'on fait des exercices, pour essayer de résoudre ces problèmes. Mais à mon avis, ils sont encore très loin de pouvoir mettre cela en œuvre. Ils voulaient faire partie de l'Union européenne. Et les dirigeants, ça fait un moment qu'ils essayent d'y parvenir. Plus de 25 ans. J'appellerais ça un bon moment, un quart de siècle. Je pense qu'il faut comprendre le message. L'Europe n'est pas intéressée par une relation avec vous. Elle veut juste votre armée. Protégez les Européens, et sinon dégagez. On ne veut pas de vous dans notre club, vous les puants. Vous savez, c'est raciste en réalité. Ils se disent « Oh, ce sont des musulmans, ils ne sont pas européens, ils ne sont pas de haute naissance comme nous. » Donc, vous savez, c'est une sacrée insulte. Et le fait que les Turcs continuent de traîner là pour se faire insulter comme ça, il faut se demander, vous n'avez donc aucun respect pour vous-même. Ils devraient partir et dire « Oh d'accord, merci de vous retirer de l'OTAN. Oubliez l'OTAN. On va construire quelque chose ici au Moyen-Orient. » C'est ce qu'ils devraient faire. Mais Erdogan veut le beurre et l'argent du beurre. It's gazet spitterali zonirmai tabon in the... The money out of the Israeli oil is too good to pass up. Vous parliez de la politique étrangère de la Turquie depuis le début de la guerre en Ukraine. Et vous vous demandiez à chaque fois s'ils allaient décider de se rapprocher de la Russie et de la Chine pendant la guerre. Pensez-vous qu'ils se rapprochent de cette position, qu'ils ont en quelque sorte le sentiment que leur avenir est à l'Est et non à l'Ouest? Non, ils vont exactement dans la direction opposée. Ils menacent à la fois la Russie et l'Ukraine à propos de la mer Noire. Ils ne font aucun geste de conciliation envers la Russie, d'après les dernières déclarations que j'ai vues du ministre des Affaires étrangères, Fidan. Donc oui, non, je pense que, comme je l'ai dit, les Turcs ont une confusion identitaire. Ils n'arrivent pas à savoir s'ils veulent être un homme ou une femme. Alors au lieu de ça, ils répondent « oui ». Ils essayent d'être les deux. Nous avons le même cas de figure avec l'Inde. Et ce qui est important concernant la Turquie et l'Inde, c'est que ces deux pays dépendent d'une certaine manière de la Russie.
Et vous savez que la Russie voulait faire de la Turquie une plaque tournante de l'énergie. Cela pourrait être énorme pour la Turquie et pour son avenir. Turkey and the future of Turkey. Yeah, but why do you Oui, believe that they're mais gonna pourquoi be croyez-vous smart? qu'ils vont être aussi intelligents? What Quelles actions mesures have ont-ils they prises taken par in le the past to passé show you pour that vous montrer they're qu'ils gonna be sauraient agir smart intelligemment about doing something dans un that will sens actually qui benefit bénéficierait réellement à leur pays? you know? Vous savez, on pourrait penser qu'ils voudraient avoir de bonnes relations avec la Russie. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'Erdogan fait? Il promet de garder les hommes d'Azov en détention, puis il se retourne et trahit sa promesse. Il les laisse partir. J'ai dit, je ne vois pas. Vous savez, la Turquie doit déterminer ce qu'elle pense être son intérêt, et c'est ce qu'elle fera. Mais ce qui serait intelligent, ce serait de conclure un accord avec la Russie. Or, je ne vois aucune preuve que les Turcs soient intelligents. Le gouvernement turc, pas le peuple turc. Turkish government, not the Turkish people. Exactly. And Exactement. Et justement, est-ce que vous voyez le même genre de signes venir d'Inde? L'Inde est un pays gigantesque. Elle fait partie des BRICS, et elle peut aider les BRICS, ou elle peut jouer une sorte de rôle destructeur au sein des BRICS. On a l'impression qu'elle se rapproche de l'Occident. It seems that they're getting closer to the West. Se rappelez de l'Ouest ou de l'Est? À l'Occident, parce qu'ils sont si proches d'Israël. Close to Israel. And Well, you're talking last February. Eh bien, vous parlez de février dernier. Mais depuis, il est devenu assez clair pour l'Inde que son avenir est avec la Russie à cause du pétrole et du gaz. Et je n'ai vu ni Modi, ni son ministre des Affaires étrangères faire quoi que ce soit de provocateur qui puisse être perçu comme antagoniste envers l'Iran, la Russie ou la Chine. Et ils assurent, je crois, la présidence des BRICS. Le sommet des BRICS est donc censé se tenir là-bas ce mois-ci ou le mois prochain. Avec un autre président, disons, si l'Iran, la Chine ou la Russie avaient dirigé, bien davantage de progrès auraient été réalisés cette année. L'Inde a donc été quelque peu passive à l'égard des BRICS. India's been sort of somewhat passive with respect to BRICS. they're going to have the new summit going to be in India. And Ils vont tenir un nouveau sommet en Inde, en septembre, si je ne me trompe pas, le 17 septembre, et ils vont se réunir de nouveau. Et l'un des principaux défis en ce moment, j'imagine, c'est de savoir comment se débarrasser des sanctions que les États-Unis leur imposent. À l'heure actuelle, 2 de ces pays, je dirais même 3, sont concernés. La Chine subit des droits de douane américains et nous avons d'énormes sanctions américaines contre l'Iran et la Russie. Et j'imagine que l'objectif principal du prochain sommet sera de se demander que pouvons-nous faire pour les résoudre ou les réduire. No, that's already been addressed. Non, on s'en occupe déjà. La Chine met en place ce réseau financier alternatif, y compris en Russie. La Russie utilise même l'un des bitcoins comme moyen de transférer de l'argent. La Chine a mis en place le système CIPS, le système de paiement interbancaire transfrontalier. On voit même l'Argentine, entre tous les pays, chercher désormais à faire davantage de commerce avec la Chine en monnaie chinoise plutôt qu'en dollars américains. Donc non, ils se détachent du dollar américain. L'Iran, à ma connaissance, n'effectue actuellement aucune de ses transactions financières en dollars américains. Ils les font en monnaie chinoise. Et à un moment donné, les États-Unis vont se réveiller et se dire « bon sang, ils se sont tirés une balle dans le pied ». The United States will wake up and realize, man, they've screwed themselves. They're joining the BRIC. Ils rejoignent la banque des BRICS. L'Iran est en train d'intégrer le système bancaire. Ça ne s'est pas encore fait jusqu'ici. Ils y travaillent en ce moment même. Et s'ils le font, j'imagine que ça va entraîner beaucoup de changements dans leurs échanges commerciaux actuels avec la Russie. Parce que, quand ils parlent d'isoler l'Iran, la seule chose dont l'Iran a besoin, qui isole qui? Vous voulez dire avec les États-Unis?
The United States Les États-Unis s'isolent avec le blocus et le blocus terrestre dont ils parlent. Il est impossible de bloquer l'Iran depuis la mer Caspienne. Caspian Sea and Right. D'accord. Comment vont-ils mettre en place un blocus terrestre? Je n'en avais pas entendu parler. Qui avance ça? yeah. Oui, ça se passe dans leur tête. Je pense que c'est la seule, je ne sais pas, manière de faire pression politiquement sur ces pays. Et combien de temps l'administration Trump va-t-elle durer? Parce que logiquement, tous ces pays autour de l'Iran se demanderaient combien de temps Donald Trump va rester à son poste. Il lui reste 2 ans et demi. Oui, 2 ans et demi. Et comment vont-ils s'entendre avec Donald Trump? Ou vont-ils prendre en considération, vous savez, leur pays voisin, c'est-à-dire l'Iran? Their neighboring country means Iran. Right. Yeah, I mean, Oui. look. Enfin, regardez. Je pense que l'Iran a compris qu'il n'obtiendra rien de vraiment substantiel par des négociations avec les États-Unis. Donc l'Iran sera prêt à retourner à la guerre s'il est attaqué, si les attaques reprennent. Sinon, il est en train de développer toutes ses voies et relations financières alternatives pour ne pas se retrouver piégé. Je dirais que l'Iran est aujourd'hui dans une meilleure position qu'en 2015. En 2015, la Chine et la Russie étaient alignées avec les États-Unis, la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni pour imposer des sanctions. À l'époque, la Russie et la Chine disaient « Oui, nous imposerons des sanctions ». Plus aujourd'hui. Elles disent « Allez vous faire voir, on ne fera plus ça ». C'est ce que je veux dire. Je pense que l'Iran est en réalité dans une position plus forte aujourd'hui et la tentative de Bessan de l'isoler va lui exploser au visage. Besant's attempt to isolate him is going to blow up in his face. Yeah. Larry, New York Times reported that Europeans are Larry, le New York Times a rapporté que les Européens supplient Washington de parler et de négocier avec la Russie, parce que vous savez, ils redoutent l'arrivée de l'hiver. Et la situation concernant les céréales, tout ce que la Russie fait en Ukraine, en isolant l'Ukraine, nuirait aussi à leur économie. Il ne s'agit pas seulement de l'Ukraine. Il s'agit aussi de leur économie. L'autre inquiétude, de leur côté, c'est qu'ils veulent participer aux négociations entre les États-Unis et la Russie, à savoir le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne. Ils craignent peut-être que les États-Unis ne discutent avec la Russie sans leur participation. Ils n'auraient alors aucune idée de ce qui se passe. So they're not going to have any sort of understanding of what's going on. Right. Why would the United States include them? Pourquoi les États-Unis les incluraient-ils? Ce sont de petits pays inutiles, insignifiants. Ils n'ont aucune importance économique. Ils ne comptent pas en termes de production industrielle. Ils ne contrôlent aucune ressource naturelle. Leurs armées sont nulles. Ils continuent de faire comme si on était encore il y a 120 ans et qu'ils étaient toujours la puissance mondiale dominante qui compte, ce qu'ils étaient à l'époque. Mais cette époque est révolue. Le train est passé. That ship has come and gone. It's sailed. On dirait qu'ils ont besoin des céréales venant d'Ukraine et qu'ils ne les reçoivent pas en ce moment. They're not getting them right now. Qui a besoin des céréales ukrainiennes? United Royaume-Uni, yeah, ouais. United Kingdom. Yeah, they do. They need grains. They need. Ils ont besoin de céréales, ils ont besoin de pétrole, ils ont besoin de gaz naturel, ils ont besoin du diesel et du carburant aérien produit à partir du pétrole. Les prix de tout cela augmentent et les plaintes des consommateurs augmentent aussi. Complaints among consumers are going up. Their problem is that Leur problème, c'est qu'il y a 2 pays capables de fournir cela, la Russie et l'Ukraine. Ils combattent la Russie et l'Ukraine est sous contrôle. You mean the Buried hysteria. grain? Yeah, the grain. I'm talking. Oui, les céréales, je parle des céréales. Même pour le carburant, ils en obtiennent d'Inde. C'est du pétrole russe qui part en Inde, y est raffiné, puis revient en Europe. And refined, getting back to Europe. Exactly right. They are refining it. C'est exactement ça. Ils le raffinent, puis le renvoient une fois raffiné.
Et c'est l'Inde qui en tire l'argent. C'est pour ça que je dis que selon moi, l'Inde ne va pas chercher à contrarier la Russie, parce qu'elle a besoin de la Russie. Yeah. Oui. Qui est le plus fragile, Larry, aujourd'hui en Europe? L'Allemagne, la France ou le Royaume-Uni? Today in Europe, is it Germany, is it France, or the United Kingdom? Boy. Eh bien, c'est comme demander dans un concours de nains lequel est le plus petit. Ils font tous à peu près la même taille. They're all about the same. I think United Kingdom is Je pense que le Royaume-Uni est dans une meilleure situation que l'Allemagne et la France. Je ne sais pas à quel point, mais d'une certaine façon, ils dépendent moins du pétrole russe. Well, in terms of, I mean, if you look at it in terms Eh bien, disons que si on regarde le ratio dette sur PIB, le Royaume-Uni et la France sont en plus mauvaise posture que l'Allemagne. Mais l'Allemagne prend cette direction. En termes de perte de production industrielle, c'est l'Allemagne qui détient ce triste record. L'Allemagne a donc subi des pertes vraiment très importantes sur ce plan-là. Alors la plus faible en ce moment, je dirais que c'est probablement la France, suivie de l'Allemagne, puis du Royaume-Uni. Terrier Hat, followed by Germany and then UK bringing up the rear. Larry, Larry, quelle part de leurs besoins énergétiques les États-Unis couvrent-ils aujourd'hui? J'imagine que ce qu'ils reçoivent des États-Unis coûte beaucoup plus cher que ce qu'ils reçoivent de l'Inde. Oh oui, clairement. Je crois que ça a été multiplié par 8 environ. I think it's gone up like 8-fold. So yeah, donc oui, le gaz naturel liquéfié américain n'est pas moins cher. Il enrichit considérablement les producteurs de gaz aux États-Unis. Eux, ils en sont contents. Les États-Unis envoient-ils une partie de ce pétrole vénézuélien en Europe? Non, non. Les États-Unis l'ont pris. Paul Singer, vous vous souvenez de lui? C'est lui qui a d'abord monté le premier dossier sur Trump, puis qui tout à coup est devenu un courtisan de Trump. Il possède des raffineries spécialement conçues pour traiter cette boue lourde qu'ils réussissent à extraire du sol au Venezuela. Vous savez, ce n'est pas une mare de pétrole brut qui bouillonne. C'est pour citer The Beverly Hillbillies. Larry, si les États-Unis, si Donald Trump décide de déclarer victoire et de revenir, ou s'il décide d'une manière ou d'une autre de quitter l'Asie occidentale, supposons-le, parce qu'à l'heure actuelle, on a appris que le nouveau porte-avions, le George Washington, va se trouver près, vous savez, du golfe Persique, dans la mer d'Arabie. Et cela veut dire, et cela a été mentionné, qu'il va le remplacer par, vous savez si je ne me trompe pas, le Roosevelt, qui va dans le Pacifique pour remplacer le George Washington. Il part de Californie pour y aller, et il faut du temps pour arriver dans le Pacifique, n'est-ce pas? Vous voyez les difficultés. C'est dans le Pacifique. Si c'est à San Diego, en Californie, je dirais qu'il faut probablement jours pour arriver aux Philippines, je pense. Je pensais qu'il fallait plus de 20 jours pour y parvenir. Je ne sais pas. Mais au fond, si j'ai évoqué cela, c'est à cause des difficultés auxquelles il est confronté en ce moment. Donc la question est la suivante. S'il recule, s'il dit « la situation actuelle me convient », ils avancent, ils ont défini un nouveau mécanisme, je vais me retirer. Est-ce qu'il va, vous savez, subir une pression politique de la part des démocrates?
to get out of. Pour sortir de la guerre avec l'Iran ou pour sortir de la guerre en Ukraine ou des deux. Je suppose les deux, parce que la guerre en Ukraine, il n'y a plus rien là-bas, en Ukraine. Qu'est-ce qu'il peut faire? Que peut-il faire d'autre? Well, no, he can't do a lot. Il ne peut pas faire grand-chose. D'ailleurs, je viens de vérifier le calcul. Il faut, disons, 2 semaines pour aller de San Diego aux Philippines par bateau. To the Philippines. 2 semaines? Oui. Donc ça va être... Donc disons que des Philippines à Chabahar, je pense qu'il faut compter au moins 2 semaines, peut-être 3. At least 2, maybe 3 weeks. Comment le comprenez-vous? Est-ce qu'il va avoir des problèmes s'il décide, d'une manière ou d'une autre, de se retirer de ces deux guerres? He's already Mec, il a déjà des ennuis. problems. Oui, c'est pour ça que je vous pose la question. Jusqu'où peut-il encore monter? Alors, I was wrong. Yeah, it's just Je me suis trompé. Naval Task Force take about C'est simplement que un groupe aéronaval met environ 10 jours. Donc vous savez, au total, 24 jours pour aller de San Diego à la mer d'Arabie. Arabian Sea. J'utilise Chabahar. Chabahar. Alors regardez, ce à quoi Trump est confronté, en dehors de décisions politiques stupides, c'est ce que j'appellerais une déliquescence institutionnelle dans l'ensemble de l'armée américaine. Du côté de la marine, de l'armée de l'air, des forces terrestres, de l'armée de terre et des marines. Donc ils font face en ce moment à 2 problèmes critiques pour ravitailler la marine et s'assurer que ces navires sont correctement approvisionnés. Premièrement, ils ont perdu leurs entrepôts de ravitaillement à Bahreïn et à Oman. Ils ont été détruits. Ils n'ont donc pas de stock dans lesquels puiser. Et même s'ils en avaient, le problème c'est qu'ils ont réduit. Even if they did, the problem is they cut down. They've got this, Ils ont là-bas cette flotte logistique centrale qui fait partie du ministère de la Défense ou du ministère de la Guerre, mais c'est en réalité une opération civile. Avant, ils avaient 4 navires capables d'assurer le ravitaillement des autres navires en ce dont ils avaient besoin. Je crois qu'on les appelle des navires de ravitaillement rapide. Ils en ont supprimé 2 il y a 10 ans. Donc maintenant, vous avez une situation où ces bases fixes de ravitaillement, dont on pensait qu'elles seraient là, ne le sont plus. Et il ne reste que 2 de ces navires de ravitaillement qui n'ont aucun port proche où faire escale pour se charger, se réapprovisionner, refaire le plein de carburant, puis repartir. C'est la combinaison de ces 2 facteurs qui fait que sur le plan militaire, le niveau de préparation des États-Unis est tombé à des niveaux abyssaux. Its readiness is falling to abysmal levels. Est-ce que cela lui donne suffisamment de signes? Quels signes voulez-vous dire? What do you mean signs? Je reviens à la même question. À quel point serait-il difficile pour lui de se retirer d'Ukraine et d'Asie occidentale? It'll still be difficult, yeah. Ce serait quand même difficile, oui, vous savez, d'éviter d'être accusé d'être entre guillemets un perdant, parce qu'ils ont cessé de répéter « Hey, il n'y a aucun problème, tout va très bien sur ces navires, le moral, vous faites des fake news. » C'est leur version. C'est un mensonge, mais c'est leur version. Donc, dès que Trump se retirera, il trouvera un moyen de présenter ça comme une victoire. On a gagné. C'était une grande victoire. L'Iran nous suppliait d'y mettre fin. C'est un peu comme, vous savez, ce film sorti il y a une dizaine d'années. Je crois qu'il était seulement sur HBO. Mais Tom Selleck y incarnait le général Dwight David Eisenhower. Ça se passait à la veille de l'invasion du jour J. Et dans une scène, le général George S. Patton devait aller voir Eisenhower, parce qu'Eisenhower allait le réprimander, lui passer un savon
et peut-être le renvoyer chez lui. Le personnage qui jouait Patton était donc très imposant. Personne ne va me dire quoi faire. Puis, une fois entrés, et c'est comme ça qu'ils l'ont présenté dans ce film, j'imagine que c'est romancé, ils ont dépeint Patton comme une vraie mauviette sans la moindre colonne vertébrale. Oh, ne me renvoyez pas chez moi, s'il vous plaît. Je ferai n'importe quoi, général Eisenhower. Je suis désolé. Il rampait donc devant Eisenhower. Et quand il ressort, il recommence. J'avais la réunion bien en main. Il ne va pas me dire quoi faire. On voit la même chose avec Trump. En coulisses, il va ramper un peu ou se cacher dans le food truck derrière les tourtes au poulet. Hiding in the food truck behind the chicken pot pies. Je ne sais pas si vous avez vu le film dont il parle, bien avant le début de la guerre en Ukraine. Je ne me souviens plus du nom du film, mais c'était un film hollywoodien. Il disait que si nous contrôlons l'Iran, ce sera la fin du Caucase du Sud. Ce sera la fin, vous savez. La domination du marché pétrolier, tout ça. Il dit qu'il est en train de le décrire. Ils sont dans une pièce, ils parlent avec le président, ils présentent la carte de la région, ils disent « c'est le joyau de cette région, nous devons nous en emparer ». Et au fond, c'est exactement ce qui se passe en ce moment. Ils essaient de tout faire pour contrôler le détroit d'Ormuz. Qui ça, les États-Unis? Les États-Unis. Les États-Unis n'ont aucun contrôle sur le détroit d'Ormuz. Donald Trump a déclaré que le détroit d'Ormuz faisait partie des États-Unis. Oui, soyons précis. Ce que font les États-Unis, c'est tenter de perturber ou d'affaiblir le contrôle exercé par l'Iran. Même si Trump affirme « Oh oui, on en a le contrôle », on va le déclarer territoire américain. Bon courage avec ça. Je veux dire, il est juste, ce type se livre à une telle grandiloquence qu'il se discrédite encore davantage. Larry, dans 2 ans, il y aura des gens qui voudront continuer à alimenter cette théorie du complot selon laquelle Donald Trump veut être le prochain président des États-Unis en 2028. Et il adore ça. Vous voyez, il a publié, je ne sais pas si vous avez vu l'un de ses derniers messages, il dit « Trump 2028 ». Enfin, vous savez, il adore ça. Il cherche juste à provoquer une crainte. Mais si, en 2028, supposons que Donald Trump soit écarté du pouvoir, est-ce que quelqu'un d'autre prendra sa place? Et en Israël, supposons que Benjamin Netanyahou soit écarté du pouvoir. C'est possible aussi. En quoi cela va-t-il changer la situation de la guerre, de ces 2 guerres, l'une en Ukraine et l'autre, dans le cas où Benjamin Netanyahou et Donald Trump seraient tous 2 écartés du pouvoir? Est-ce que cela va influencer la situation en Asie occidentale? Eh bien, je ne le vois pas forcément être évincé du pouvoir. Mais supposons que Trump se retire. Vous ne pensez pas que Donald Trump quittera le pouvoir en 2028 parce que son mandat va prendre fin? Oui, quand son mandat prendra fin, oui. 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 Donc ça dépendra de qui sera élu président. Je pense que l'influence du lobby israélien dans cette élection sera bien moindre. Il se retrouve déjà de plus en plus isolé. Donc je ne pense pas que la guerre en Ukraine fera encore rage en 2028. J'en doute. Je me suis déjà trompé, mais je ne pense pas que les Ukrainiens et les Européens puissent tenir aussi longtemps. Je pense que, regardez, il y aura avant cela une crise financière qui rendra impossible la poursuite de cette guerre. Mais le problème de la Russie en Ukraine, ce n'est pas l'Ukraine elle-même. C'est l'Europe qui continue la guerre. Ce n'est plus l'Ukraine, désormais.
it's not Ukraine anymore. Yeah. Oui, enfin, que peut faire l'Europe? In Europe too. Long Yeah. before this war of, Bien avant cette guerre de... remember in Vous Telegraph, savez, vous vous souvenez de whoever The is watching Telegraph, us, you remember pour tous Larry, ceux qui nous talk about regardent. it, because there was Vous vous this souvenez, moment Larry, on en a before all parlé, this madness parce qu'il y a eu un happened with moment these drones. avant toute cette folie avec les drones. Telegraph Et The Telegraph a publié un article disant qu'à mesure que les effectifs ukrainiens se réduisent, diminuent, et qu'ils n'ont plus cette capacité, qu'ils ne reçoivent pas, vous savez, les missiles à longue portée, et qu'ils n'ont pas de système de défense aérienne capable de combattre la Russie. Et sur le terrain, ils sont pas si capables que ça. Donc la seule solution, c'est d'attaquer la Russie avec des drones. Et donc, ils s'y préparaient avant, bien avant, que toute cette folie commence. Long before this madness started. And there's Et ils vont continuer, vous voulez dire l'Europe, le Royaume-Uni. United Kingdom, I would say Je dirais que le Royaume-Uni est le cerveau derrière l'utilisation de ces drones contre la Russie. Nima, having grandiosity doesn't translate into Nima, actual avoir des ambitions démesurées ne veut pas dire qu'on est réellement capable d'agir. right now. Vous savez, le mieux qu'ils arrivent à faire en ce moment, ce sont des attaques de drones contre Wildberries, contre des entrepôts commerciaux. Ça ne change absolument rien à la position militaire de la Russie, ni à sa capacité de mener la guerre contre l'Ukraine. Et au contraire, comme on l'a vu avec les déclarations de Lavrov la semaine dernière, ils ne vont pas relâcher la pression sur l'Ukraine. Ils vont simplement l'accentuer. I assume that Je suppose que le Royaume-Uni était très actif à Odessa et à Nikolaïev. and Nikolaev. They were early on, but again, Ils s'y sont pris tôt, mais encore une fois, ils n'ont pas de puissance économique. Ils n'ont pas de puissance militaire. Est-ce qu'ils peuvent s'en mêler? Est-ce qu'ils peuvent fournir du renseignement? Oui. Est-ce qu'ils peuvent être une nuisance malveillante? Oui. Mais pour ce qui est de renverser le cours de la guerre, chaque effort, chaque once de ressources qu'ils y consacrent, c'est autant de ressources auxquelles ils n'ont plus accès. Vous savez, ils s'épuisent eux-mêmes. They're draining themselves. Yeah. Oui, merci Larry, merci beaucoup, et demain à la même heure. Tomorrow, at the same time. Yep. Oui, d'accord. Très bien, mon ami. Oui, mais oubliez ce fantasme selon les Européens valent quelque chose. Ce n'est pas le cas. Ce sont des imposteurs. They're pretenders. I'm sure that I don't see any agenda. Honnêtement, je ne vois pas d'agenda. En fait, il y a un agenda fort en Allemagne et en France. Mais le cas du Royaume-Uni est totalement différent, Larry. Ils contrôlent l'Europe, l'Union européenne, sans faire partie de l'Union européenne. C'est le levier dont ils disposent. Je me demandais, comment sont-ils capables de faire ça? Ibrahim, je viens vous dire qu'ils contrôlent l'Europe. Je ne vois pas. Les politiques de l'Union européenne sont fondées sur la politique étrangère du Royaume-Uni. Qui se soucie de la Hongrie? Qui se soucie des autres pays de l'Union européenne? Vous voyez, au fond, tant de choses sont liées à la politique étrangère du Royaume-Uni. En gros, on dirait que c'est lui qui dicte la politique étrangère. No, I disagree. Look, Non, je ne suis pas d'accord. Enfin, regardez, von der Leyen fait son truc, Kaja Kallas fait son truc, et vous avez Stubb en Finlande. Vous avez Merz en Allemagne. Il ne se tourne pas vers Keir Starmer ou Andy, comment il s'appelle. Vous savez, Andy sans nom en ce moment. Le Royaume-Uni n'est qu'un participant parmi d'autres. Le Royaume-Uni a son propre programme, c'est certain. Mais encore une fois, on en revient à la question, quel pouvoir ont-ils? Ils n'ont aucun digne de ce nom. Le pouvoir, car ils ont, il est lié à l'establishment aux États-Unis et aux démocrates, en gros, selon moi. Qui, les Britanniques? Des Britanniques, oui.
Eh bien, oui, je ne vois pas ça. Je veux dire, ce sont qu'une nuisance, c'est tout. Ils ne décident de rien. Ils ne peuvent pas menacer les États-Unis du genre « vous faites ceci, sinon quoi? Sinon vous ne nous laisserez pas venir nous prosterner devant le roi Charles? Oh là là, quelle menace! » Yeah. Yeah. We're gonna continue this Nous allons poursuivre cette discussion demain. tomorrow. À voir demain. Donc demain c'est lundi, c'est ça? Donc on ne fait pas le matin? No. Non, nous le faisons à 17 heures, à la même heure. Same time. Eh bien, il faudra le faire à 17h15. 17h15. 10 p.m. D'accord. Parce que, rappelez-vous, j'ai déjà convenu de cela avec Kyle Anzalone et son émission. No. Non. Okay. Da. K at Okay. Asmiite. See you tomorrow. On vous retrouve demain. Bonne soirée. Au revoir. Vous aussi.